Bonjour et bienvenue. Suchita Viva qui accueille durant toute cette semaine David Fro. Bonjour David. Bonjour Maria. Le président de la Fédération du logement de Corse du Sud. Donc on va parler bien évidemment durant toute cette semaine d'un sujet de société important. Il s'agit comment se loger, de quelle manière, comment se protéger quand on est locataire, propriétaire, enfin toute cette problématique liée au logement. Cette problématique liée au logement qui est particulièrement prégnante en Corse, David. On entend beaucoup de gens qui ont notamment des difficultés à se loger, mais pas que. Le point de vue que je ramène régulièrement sur le tapis, c'est 80% de la population corse dispose de revenus suffisamment bas, je le dis de cette manière-là exprès, pour prétendre à rentrer dans le parc social. Voilà, il y a 80% de la population qui peut prétendre à rentrer dans le parc social. Ce n'est pas 80% de la population qui est dans le parc social. Les niveaux de revenus sont suffisamment bas aussi, malheureusement en Corse, pour permettre cette idée-là. Alors, c'est un véritable problème lorsqu'on le rajoute au niveau des loyers qui est très haut dans l'île, du fait d'une pression immobilière. Nous sommes classés en zone tendue. Lorsque vous alliez des revenus faibles avec des loyers hauts, obligatoirement, il y a des problèmes. Pour les propriétaires, il y a des problèmes parce qu'ils rencontrent des impayés, mais eux, de leur côté, ils ont leur emprunt à rembourser, parce que le coût de la pierre, le prix de la construction est quand même très élevé. Donc ça donne des situations qui sont conflictuelles. Nous, notre rôle, c'est régulièrement de mettre un peu d'huile dans les rouages, d'essayer d'améliorer la situation, mais lorsqu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Et lorsque les propriétaires se trouvent, eux, en phase de crédit et qu'ils sont, eux, cette fois-ci en difficulté parce qu'un locataire a fait défaut à un moment et n'a pas rempli sa partie du contrat, c'est vraiment problématique. Alors effectivement, des loyers anormalement hauts, on va dire, des salaires plus que bas. Forcément, le point d'équilibre, il est très difficile à trouver. Mais il est très difficile et souvent ça se passe devant les tribunaux avec des procédures d'expulsion qui sont menées, avec certaines fois des comportements qu'il faut vraiment que nous bannissions. Il arrive que des propriétaires aient une attitude un peu conflictuelle, mais physiquement, pour réussir à se débarrasser, comme certains disent, d'un locataire qui lui a des difficultés. Les systèmes sociaux qui sont en place peuvent aider, mais ne peuvent pas aider tout le temps non plus. Les services sociaux du Conseil général apportent une aide financière aux personnes les plus en difficulté, mais en fait, les problèmes ne viennent pas des personnes qui n'ont pas de revenus, ils viennent des personnes qui ont des faibles revenus. Et ce sont ces personnes-là qui ont le moins d'aide sociale, qui se retrouvent le plus en difficulté parce qu'eux n'ont pas eu accès au logement social, ne se sont pas retrouvés dans un cercle vertueux d'accès au logement social, donc avec un loyer qui est plus faible. Mis à part certaines résidences qui ont été construites à des moments particuliers, je vais vous donner une idée pour que les auditeurs comprennent. Un T3, un T4 sur Ajaccio, c'est entre 700 et 900 euros, ça dépend de l'emplacement, voire même plus, dans certains emplacements intéressants. Dans le parc social, un T3 ou un T4, ça commence, sans compter l'office public qui a une politique tarifaire plus faible, mais peu ou prou, ça commence entre 400 euros pour un T3, 400, 500 dans certains endroits, et ça monte jusqu'à 600, 650 dans des endroits intéressants. Donc, vous voyez, la différence, c'est presque 20-30%. C'est énorme sur un budget familial d'une cellule qui dispose d'un SMIC pour vivre et d'allocations, par exemple. Ça, ce sont la majorité de la population qui a un petit revenu, des allocations à côté et qui réussit, bon gré mal gré, à vivre, à éduquer leurs enfants. Et moi, je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau à toutes ces personnes qui, tranquillement, réussissent à régler toutes leurs factures, parce que le plus souvent, il faut pas dire le contraire. Encore surtout, d'abord on paye son loyer, d'abord on paye ses dettes et puis après on voit le reste. 80% David Fro de la population qui pourrait prétendre à un logement social, combien on en a aujourd'hui ? Je sais pas, je n'ai pas exactement le chiffre parce qu'après il faudrait recouper, mais s'il y a 7000 logements sociaux sur le département, je pense qu'on pourra me reprendre, mais je pense pas être loin de la réalité. Donc regardez sur une population dans le département, sur une population qui doit avoisiner bientôt 200 000 en faisant une fourchette, une estimation large. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. C'est quand même pas énorme. Alors le plus gros bailleur social de Corse du Sud étant Erilia, il dispose d'une grosse partie de ces logements-là. Mais ces logements ne sont pas attribués directement par le bailleur.
Moi, je voudrais tordre le cou, je vais en profiter pendant cette semaine pour tordre le cou à cette idée que les bailleurs sociaux font ce qu'ils veulent. Non. Non. Il y a des commissions, on va expliquer peut-être un peu voilà. aussi comment ça se passe dans les jours qui viennent. David Fro, donc la Fédération du logement, vous nous avez expliqué son rôle, elle est au service de toutes les personnes, pas forcément des locataires, pas forcément des propriétaires, elle est là un peu pour arbitrer. Arbitrer, non. Aider à trouver une solution à l'amiable, aider à améliorer un peu la situation. Alors, j'ai l'habitude de préciser ça. Nous sommes d'abord une association de locataires. Ensuite, nous considérons que les propriétaires, notamment les primo-accédants, le plus souvent ne sont locataires que de leur banque. On a l'impression d'être propriétaire, mais en fait, on est locataire de sa banque. Et on les considère comme des locataires parce que quelque part, c'est vraiment le cas. Alors, on vient à leur aide. C'est pas évident lorsqu'on habite sa résidence principale que l'on a achetée et qu'on achète un bien en pensant à l'avenir de ses enfants et qu'on met ce bien-là en location. Certaines fois, c'est pas évident puisque on est face à des problématiques qui sont tout autres, à des personnes qui ne vont pas obligatoirement respecter le bien comme on l'aurait respecté nous. Mais en même temps, il n'y a rien à dire, ils sont locataires, ils sont chez eux. Quand un locataire a fait un contrat de location, il se retrouve chez lui et le propriétaire n'a rien à dire, malheureusement dans certains cas, mais fort heureusement dans d'autres. Merci beaucoup David Fro, on va se retrouver demain. La Fédération du logement va peut-être donner un contact déjà. Bien sûr, le 04 95 20 23 30 et une page Facebook, la CNL2A. Merci David, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, on va vous parler logement durant toute cette semaine en compagnie du président de la Fédération du logement de Corse du Sud, David Fro. Bonjour David. Bonjour Maria. Alors, ce logement, des gens qui ont de plus en plus de difficultés à se loger, avec donc la Fédération qui est un peu là, qui est un peu lieu de conseil aussi, vous nous avez dit pas d'arbitrage mais plutôt d'aide, c'est important de le dire, vous êtes au service à l'écoute. À l'écoute et à la transmission d'informations. La question notamment du logement social est une question primordiale parce que beaucoup dans l'inconscient collectif, il y a des passe-droits, il y a des personnes qui obtiennent avant d'autres, on ne comprend pas. Alors, il faut dire que l'accès au logement social est quelque chose de très compliqué et je me fais fort avec mes amis de la Fédération, André Moracchini, Véronique Giacometti et Elisa Liotti, d'expliquer aux personnes qui le désirent. Ils viennent, on prend une demi-heure, on discute et je leur explique, on leur expliquera la totalité du système. Prenons le cas du logement social chez tous les bailleurs. L'autorité préfectorale dispose de 30% des logements en réservation. C'est-à-dire que le bailleur n'a pas le choix des personnes qui vont rentrer. C'est une commission, c'est le préfet, ce sont les services préfectoraux qui déterminent exactement quelles sont les personnes qui vont rentrer selon des critères très précis. Donc ça, c'est pour un tiers des logements, donc c'est déjà quand même assez grand. Ensuite, il y a les pourcentages qui sont réservés à la CAPA, la communauté d'agglomération, ou sur Bastia aussi, puisque nous avons des auditeurs en Haute-Corse également, à la CAB, c'est un pourcentage non négligeable, parce que c'est de l'ordre de 10 à 15%. Il y a également le Conseil général, qui a un pourcentage de logements réservés. Et ensuite, il y a des entreprises qui, pour favoriser la construction du logement social, participent financièrement à la création. Au moment où on construit, ils donnent une subvention au bailleur social. Donc ça abonde les budgets, ça permet d'équilibrer des budgets sans avoir recours à l'emprunt, ce qui va aussi permettre quelque part de diminuer les loyers. Mais en contrepartie, l'entreprise, le fonds du 1% logement, beaucoup de personnes entendent parler du 1% logement, mais ne savent pas exactement à quoi ça sert. Ça sert à ça, à abonder la construction, et en contrepartie, le fonds réservataire, l'entreprise en quelque sorte, dispose d'un droit d'attribuer ce logement-là à une personne qui est de son ressort. Prenons les chambres de commerce, elles disposent d'un fonds. Moi, j'invite les entreprises à cotiser au fonds de la chambre de commerce, puisque d'abord, on cotise localement. Ça permet de répondre aux attentes des entreprises également sur la région ajaxienne, le département, puisque c'est étendu, ou en Haute-Corse, sur Bastia et sur le département de la Haute-Corse. Voilà. Et ce fonds-là autorise les entreprises à donner ce logement à quelqu'un de son ressort. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui passe avant. C'est quelqu'un qui a eu un droit différent d'accès, une voie d'accès différente. Et la plus grosse partie de notre travail, lorsqu'on est face à quelqu'un qui rencontre des difficultés pour se loger, c'est de l'aiguiller.
de lui donner le bon timing, la bonne voie, d'essayer de comprendre exactement quelle est sa situation et ensuite de le mettre sur les bons rails qui correspondent à sa situation. Et ça, c'est une réussite quand on y arrive. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Alors, sur le 1% logement, justement, pour que les personnes comprennent bien, donc les entreprises cotisent, elles ont droit à un certain nombre d'appartements, en fait, qu'elles attribuent comment, en fait? Parce que vous dites donc que les personnes arrivent par un autre biais. Alors, un logement, concrètement, un logement qui est réservé, par exemple, par la Chambre de commerce de la Corse du Sud. Ce logement-là, il y a quelqu'un dedans. Cette personne s'en va. Le bailleur social ne peut pas attribuer ce logement-là à qui il veut. Il est obligé d'écrire à la personne responsable du fonds, c'est-à-dire là, en l'occurrence, pour le cas cité, la Chambre de commerce, et la Chambre de commerce dit, voilà, vous avez Madame Untel, Monsieur Untel ou Madame Untel, 3 candidats. Et ces 3 candidats sont étudiés ensuite dans une commission qui est tripartite, qui représente l'autorité préfectorale, le représentant des locataires, et donc chaque bailleur social a son représentant, et également la municipalité sur laquelle se trouve le logement. Et cette commission tripartite, soit entérine l'ordre qui a été donné par le bailleur, ou rejette un candidat s'il ne correspond pas aux critères. On ne peut pas rentrer dans le logement social si on a des revenus qui dépassent un certain plafond. Et voilà, et la commission fait son travail. C'est comme ça que les personnes rentrent. Qui peut prétendre justement à bénéficier de ces appartements du 1% logement? C'est les ressortissants des entreprises qui ont cotisé. On va faire un autre exemple. France Télécom, Orange, avec La Poste, disposait d'un fonds commun, parce qu'avant c'était ensemble. Il y avait une entité économique qui existait. Ils disposent d'un certain nombre de logements qui ont été réservés il y a des années. Et l'entité continue à attribuer ce logement-là. Donc il faut faire sa demande par voie hiérarchique, lorsqu'on est dans une administration, à son employeur en disant, voilà, est-ce qu'on cotise, nous, au 1% patronal ? On va simplement voir son chef de service, son employeur, et si l'employeur dit oui, on essaye de faire un courrier au gestionnaire du fonds qui, lui, va vous inscrire dans une liste et va piocher dans la liste au fur et à mesure. Voilà. Ça se passe comme ça à la préfecture pour les personnes, par exemple, qui sont des ressortissants d'Allo. Mais peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. D'une autre émission. Demain. Effectivement, on va rester clair. David, on va se retrouver donc dès demain. On va parler aussi durant toute cette semaine de la fédération du logement que vous dirigez, qui est un bel outil, mais qu'il faut préserver aussi, parce qu'il y a quelques difficultés aussi de votre côté. Donc à demain. À demain. Bonjour et bienvenue sous Città Viva qui s'intéresse à la problématique du logement en compagnie de David Fro. Bonjour. Bonjour Maria. Président de la Fédération du logement de Corse du Sud. On s'est quitté hier en parlant de la loi DALO. Alors, tout un programme encore. On va essayer d'informer au maximum nos auditeurs, comme vous le faites donc au sein de la Fédération. Alors, c'est quoi que cette loi? À quoi sert-elle? Déjà, la dénomination DALO, c'est droit au logement opposable. Voilà, comme ça au moins on sait. C'est un droit qui a été ouvert par le gouvernement Sarkozy suite à des difficultés de logement. Souvent c'était, vous savez, l'histoire des tentes rouges qu'il y a eu sur Paris, et la réaction ça a été de dire bon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc a été placée sous l'autorité des préfets une commission qu'on appelle la commission de médiation, vers laquelle les personnes qui se trouvent en situation sans logement peuvent se retourner, et il y a des critères bien précis. Il faut être soit sans logement, soit être hébergé par quelqu'un et se retrouver dans un logement qui est trop petit pour accueillir la totalité des personnes. Alors, on va calmer peut-être aussi les ardeurs de tout le monde. C'est environ 9 mètres carrés par personne qui est considéré comme étant insuffisant. C'est-à-dire qu'à 27 mètres carrés, vous pouvez loger 3 personnes. J'ai vu des fois des personnes venir et dire moi je suis. C'est vrai qu'ils étaient mal logés. Ils étaient logés dans un T2 à 4 personnes, mais le T2 faisait 65 mètres carrés. Donc ils ne rentrent pas dans ce critère. Ce sont des critères très administratifs. La question de la maladie, d'un handicap est aussi comptée, mais ce n'est pas
une donnée fondamentale. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui rentrent en compte. Il y a un dossier à remplir. Alors nous aidons bon nombre de personnes à le remplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut être à la recherche de logement. C'est pas parce qu'on arrive sur Ajaccio au mois de septembre qu'on peut faire un dossier au mois d'octobre. Il faut déjà avoir cherché, il faut déjà montrer qu'on est en recherche d'un logement depuis quelque temps, qu'on s'est cassé le nez et qu'on n'a pas trouvé chaussure à son pied. Mais il faut ensuite démontrer par un certain nombre de documents administratifs que la situation est réelle. Ça se fait assez rapidement. Il y a également cette notion-là d'être logé de manière temporaire. Par exemple, quelqu'un qui est logé au camping et qui ne trouve rien. Il y a également les personnes qui sont logées dans des faux logements à l'année scolaire. Ça fait peut-être l'objet d'une autre émission, parce que c'est un dossier qui est vraiment prenant et gênant pour la société corse dans son ensemble, pour l'installation des personnes. Donc tous ces dossiers-là sont à remplir. Il y a évidemment une question de revenus. Et le premier pas à faire, c'est vraiment de maintenir sa demande de logement en valide. J'ai du mal à trouver les mots ce matin. C'est-à-dire que tous les ans, il faut renouveler sa demande de logement à la date anniversaire. Je vais donner un chiffre qui va paraître énorme pour beaucoup. Au-delà de 45 mois de demande. C'est ça là. Voilà. Ça s'appelle un délai anormalement long pour obtenir un logement social. Mais 45 mois, c'est long. C'est très long. C'est ce que reprochent aussi beaucoup de personnes qui sont dans la difficulté. Ce sont les délais de traitement des dossiers. Vous disiez, chaque dossier est évidemment traité par une commission et traité... On ne parle pas de la même chose. Les délais sont réglés par la loi. Pour la commission d'Allo, l'autorité préfectorale a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais a un délai donné pour répondre. À un délai qui est fixé pour statuer. Et ensuite, il y a des délais de recours. Les personnes peuvent faire un recours amiable d'abord au préfet en apportant d'autres éléments de réponse. Mais attendre 45 mois pour avoir un logement quand même. 45 mois, on n'attend pas 45 mois. Les 45 mois, c'est pour les personnes qui ont fait une demande et qui attendent depuis 45 mois. Eux, lorsqu'ils passent en commission d'Allo, c'est systématique. À partir du moment où ils disposent de revenus bas, ils obtiennent un logement dès qu'il y a un logement qui se libère. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est déclaré prioritaire par la commission d'Allo qu'il y a un logement qui nous attend. C'était la question. Voilà. Ça veut dire que si on trouve un logement, il y en a forcément un. Oui, non, la pierre, c'est quand même particulier. On a besoin d'une étagère pour y poser des livres. On va dans un magasin, on l'achète. Un bâtiment, un appartement, c'est quand même autre chose. Pour réussir à caser quelqu'un dans un appartement, il faut d'abord que l'appartement soit libre. Le turnover, ce roulement qui existe à l'intérieur du logement social n'est pas si important que ça. Donc on se retrouve souvent sauvé par les programmes, les créations d'appartements. Les immeubles qui sont à Sarre là actuellement rendent service à bon nombre de personnes qui étaient en situation de mal logement. J'ai le souvenir d'un dossier qui nous a pris beaucoup de temps, d'une personne à mobilité réduite qui vivait dans un mobil-home. Et heureusement qu'il y a eu cette construction-là. L'autorité préfectorale a pris son dossier en compte et cette personne a obtenu tout à fait normalement un logement parce qu'elle était non logée. C'est pas parce qu'on habite dans un mobil-home qu'on est logé. Des logements vides, ça n'existe pas ? Des logements vides, il peut y en avoir, mais c'est pas ce n'est pas vide au sens qu'on l'entend. Il y a des personnes qui voient des volets fermés, qui se disent ce logement n'est pas occupé. La personne est peut-être malade. La personne est peut-être en EHPAD. C'est une personne âgée qui part en EHPAD le temps que tous les papiers soient faits, puis on a toujours l'espoir que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, pour certains, rentre à la maison. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on se rend compte que non, donc on rend l'appartement. Mais c'est pas parce qu'un logement est fermé qu'il est vide. Il y a toujours un locataire dans un logement social. Merci beaucoup David Fro, on va se retrouver demain pour notre avant-dernière émission. À demain. Merci Maria. Bonjour et bienvenue sous Città Viva. Nous accueillons David Fro. Bonjour David. Bonjour Maria. Président de la Fédération du logement de Corse du Sud. On a expliqué un petit peu les missions de cette fédération, même s'il faudrait d'autres émissions. On en fera d'autres d'ailleurs. Mais cette fédération aujourd'hui, elle connaît quelques difficultés et pourtant son rôle est essentiel.
Nous estimons notre rôle essentiel. De toute façon, la Fédération du logement au niveau national est reconnue d'utilité publique. Donc, quelque part, on a cette logique-là qui existe. Les difficultés sont d'ordre financier. Obligatoirement, comme toutes les associations, les subventions ont baissé. Mais pour nous, c'est peut-être plus problématique que pour d'autres qui organisent des festivals, qui ont une logique d'entrée payante qui peut être mise en place. Pour sauver un événement, souvent, on demande la participation des personnes qui bénéficient du système. Pour nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, on essaye de dire aux personnes qui viennent nous voir, aidez-nous, prenez une adhésion. Une adhésion, c'est pas, on fait adhérer à 30 €. On reçoit ensuite un document à la maison avec des informations logement. Il y a une revue mensuelle qui existe. Mais la problématique, c'est que souvent, les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui ont de très faibles revenus. Alors, on n'a pas le cœur, en tout cas en ce qui me concerne, et mes collègues aussi sont comme ça, on n'a pas le cœur de demander à quelqu'un qui est au RSA, qui a des difficultés dans sa vie personnelle, qui est en dette locative pour certains, parce que c'est souvent le cas. On n'a pas le cœur de lui demander 30 €. Et là, 30 € pour lui, c'est peut-être 3, 4, 5 repas pour la famille. Donc, on a des difficultés de cet ordre-là, parce que les subventions ces dernières années ont baissé. Alors, nous avons attiré l'attention des autorités municipales et départementale et à la CAPA récemment pour trouver une solution. Je pense qu'ils nous aideront aussi. Nous n'avons rien à vendre à part quelque part notre bon cœur et nos bons conseils, et ça, c'est quelque chose qui peut-être n'a pas de prix, mais qui au final pose des difficultés. Vous avez été entendu justement par la CAPA, la ville, le département? J'attends les réponses. Très bien, donc j'en profite. Voilà, pour relancer les questions, effectivement, David Fro. Donc ces logements sociaux, c'est quand même la priorité pour les gens qui sont en situation de mal logement, trouver justement ce logement social, mais vous pouvez aussi les aider à trouver d'autres logements, d'autres aides, où c'est plus difficile? C'est plus difficile puisque les propriétaires, d'une manière générale, sont devenus très très méfiants, et on peut le comprendre. Quelquefois, un appartement, comme nous l'avions dit il y a quelques jours, un appartement, c'est l'investissement de toute une vie. Et de se dire, je vais le confier à quelqu'un, mais peut-être que je ne vais pas être payé, peut-être qu'il va me dégrader le bien que j'ai envie de laisser à mes enfants. Certaines fois, ça peut laisser des traces, et ça peut bloquer les personnes. Donc, il y a quand même des personnes qui viennent vers nous, qui sont bien au courant que des personnes qui demandent du logement viennent vers nous, et on essaye de faire le lien. Pas plus tard que ce week-end, il y a un bon ami d'ailleurs qui travaille à la mairie, Jean Do, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, qui recherche un locataire, et il cherche quelque part aussi une forme de caution, au moins une caution morale, puisque lorsqu'on s'engage en Corse, la parole donnée est quand même très importante, et lorsqu'on s'engage à aider quelqu'un, la moindre des choses, c'est que l'autre personne, elle fait attention à ce qu'elle fait, elle ne va pas nous mettre, dans la difficulté. Donc voilà, ça arrive. Maintenant, la plus grosse partie des dossiers, la plus grosse partie des demandes sont des demandes qui touchent au logement social. Il y a également des dossiers sur lesquels nous intervenons pour aider à la vie en commun, pour aider au mieux vivre quelque part à l'intérieur des cités. Il y a eu une grosse action, nous sommes intervenus de manière forte, avec l'écoute d'ailleurs du directeur d'Erilia, dans le courant de l'été, pour toute une zone de déchets qu'on appelle les monstres, qui avaient été entreposés là au fur et à mesure, et il y avait même des entreprises qui venaient jeter leurs monstres là-dedans, parce qu'attendre à la CAPA, des fois, on perd une matinée pour attendre à jeter et pendant ce temps-là, les ouvriers, les salariés ne travaillent pas. Ils attendent, donc c'est pas rentable. Alors on a trouvé un mode opératoire qui peut permettre de régler ce genre de problème, mais tout ça se fait dans la concertation. Nous sommes contre les situations conflictuelles par principe. Évidemment, lorsqu'il faut faire le conflit, nous y allons. Mais on essaye de l'éviter au maximum. Voilà. Je pense qu'on va de plus en plus facilement dans le conflit lorsqu'on a vraiment essayé de l'éviter en amont. Merci beaucoup, David. On va se retrouver demain pour votre dernière émission de la semaine. C'est dommage. Voilà, comme c'est dommage. La Fédération du logement de Corse du Sud, un numéro de téléphone, une adresse, et puis il y a cette page Facebook aussi. Donc 04 95 20 23 30, l'adresse électronique secrétariat.cnl2a@orange.fr, et la page Facebook, la CNL2A.
Il y a des locaux, si on peut venir vous voir? Ah bien sûr, il y a des permanences le lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi après-midi, le mercredi, mais un peu moins régulièrement, de 14h à 16h, à la tour I, Les Salines, la tour qui se trouve au niveau de la poste des Salines. Merci David et à demain. Merci Maria. Bonjour et bienvenue. Bonjour David. Bonjour Maria. David Fro, président de la Fédération du logement de Corse du Sud pour cette émission en ce vendredi. David, on a un petit peu évoqué un problème qui ne faisait qu'augmenter à la problématique. C'est celui des locations à l'année scolaire. Forcément, donc il y a location à l'année scolaire, il y a location estivale avec les prix qui flambent et forcément tout le système s'emballe. Alors je vais essayer d'être un peu le plus clair possible, et c'est pas facile. Hein. Déjà un premier point, une location temporaire, c'est 3 mois. En dessous de 3 mois, ce n'est pas la résidence principale. Au-dessus de 3 mois, ça devient la résidence principale. Il y a le déclenchement d'imposition, donc tout ça doit être fait. Au-dessus de 3 mois, il n'y a qu'un seul bail, un bail d'1 an. Pour un logement meublé, renouvelable par tacite reconduction. Il y a des conditions pour l'éviter, etc. etc. Sauf que ce bail peut être réduit à 9 mois dans le cadre d'étudiants, mais uniquement des étudiants. Ce que nous retrouvons dans notre région, ce sont des personnes qui essayent de jouer sur les deux tableaux, qui essayent d'obtenir un locataire pour l'année scolaire, parce que ça permet de faire entrer de l'argent régulièrement, mais ça permet aussi de faire que le bien ne se dégrade pas. Vous savez qu'un bien qui reste vide tout un hiver, avec l'humidité, il n'y a pas de chauffage, ça peut se dégrader assez facilement. Et ensuite, on profite l'été, donc il le loue à un tarif qui est quand même assez élevé, parce que bon, on ne va pas se moucher avec les doigts non plus. Hein. Au-delà de ça, il le loue après l'été à un tarif qui n'est pas non plus abordable à la semaine. Ça, c'est complètement illégal. Ça n'existe pas. Alors nous l'avons fait, après les locataires ont un petit peu de mal certaines fois à rentrer dans le conflit, mais nous l'avons fait. Nous avons recadré quelques propriétaires. Il y a des locataires qui sont restés toute l'année dans leur logement. Après, les relations étaient un petit peu plus compliquées, mais lorsqu'on n'a rien pour se loger tout l'été, eh bien, je précise à l'ensemble des locataires qui se trouvent dans cette situation-là qu'ils peuvent tout simplement demander la requalification de leur bail comme étant un bail à l'année et en cela, quelque part, coincer le propriétaire indélicat. J'insiste, c'est pas le locataire qui va faire quelque chose d'illégal ou d'anormal, c'est bien le propriétaire qui a rédigé quelque chose d'illégal en amont. Après, au-delà, il y a le logement à l'année civile, à 2-3 ans, un bail de 3 ans renouvelable avec encore des conditions. Après, je suis complètement de l'avis des professionnels du tourisme. C'est les locations dans les rez-de-chaussée de villas. On a un véritable problème dans notre région d'équilibre, de concurrence déloyale quelque part, hein, puisqu'il y a également des entreprises qui font travailler du monde et nous sommes aussi du côté des salariés. Hein. C'est pas parce qu'on s'occupe du logement qu'on oublie tous les autres secteurs. Et on se retrouve régulièrement avec des entreprises qui rencontrent des difficultés parce qu'à côté, il y a une offre qui est gigantesque de logement. Cette offre gigantesque de logement, ça pose aussi un vrai problème parce que lorsqu'on est à l'année scolaire dans un logement, on n'a pas sa place de citoyen. On ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales. Souvent, on n'a pas les factures d'EDF ou d'eau à son nom. C'est souvent au nom du propriétaire. Comme ça, il garde la main. Et lorsqu'on n'est pas un citoyen, eh bien, on ne vote pas. Donc, il y a un vrai problème démocratique et de citoyenneté qui est induit par ça. Vous voyez, une petite question uniquement personnelle et financière peut engendrer un vrai problème de société. C'est sur ce doigt-là, c'est sur ce problème-là que nous voulons mettre le doigt, parce que vraiment, ça, c'est un problème. Et nous attirons l'attention des autorités publiques depuis quelque temps. Et je pense qu'il y a des actions qui sont en cours pour justement essayer de régler ça. C'est un véritable problème pour la société corse dans son ensemble. Alors David, vous parliez justement de cette concurrence déloyale, notamment pour les logements d'été. Est-ce que vous êtes, donc la profession mène notamment une réflexion pour une imposition, on va dire, à la source, à partir d'un site de réservation, est-ce que ça pourrait être une solution ? Là-dessus, nous n'avons pas d'avis en tant que Fédération du logement. Moi, j'ai mon avis personnel, mais en tant que Fédération du logement, non. Et encore une fois, ce qui est de l'ordre commercial, on veut le laisser aux personnes qui traitent du commerce. En ce qui nous concerne, on voit les implications que cette problématique a ensuite sur le niveau des loyers. Vous l'avez très bien dit, Maria. Lorsque on veut à tout prix faire de l'argent, eh bien, au bout d'un moment, on arrive à des limites.
Et la limite, je pense qu'aujourd'hui, elle est largement atteinte. Et on est dans cette espèce on a été dans cette espèce de montée exponentielle des coûts, d'abord de la construction, parce qu'après, ça rejaillit sur l'ensemble de la chaîne, hein, ça rejaillit partout. Tout ça, mais à la fin, c'est le citoyen qui paye. Hein, et lorsqu'on arrive, encore une fois, j'ai vu des couples se dire il va falloir qu'on déménage parce qu'on a un T4 à 1100 € avec 2 enfants. Et bien l'un des deux a perdu son emploi. Effectivement. Est-ce que vous pensez, alors il y a eu un vote à l'Assemblée de Corse, on va terminer avec ça en fin de semaine dernière, c'est le vote du PADUC qui a passé le stade de l'enquête publique, qui donc là devient opposable, on entre dans le concret du PADUC. Est-ce que vous pensez que ça va résoudre le problème? Ça va aider du moins à résoudre le problème? C'est sûr que ça ne sera pas d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Nous, tout ce qui réglemente, tout ce qui permet pour nous de cadrer la problématique logement ne peut être que bon. Ensuite, j'attire l'attention des auditeurs sur le fait que les communes, maintenant, ont un rôle à jouer. Le PADUC, c'est une chose, mais c'est loin d'être une fin en soi. Et maintenant, c'est aux communes de décider quelle est leur priorité. C'est aux communes de voir comment ils vont axer leur politique en termes de logement. C'est aux communes de travailler là-dessus. Et quelque part, la majorité ayant toujours raison, je fais confiance aux élus qui ont été désignés. Merci beaucoup David Fro d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On se reverra très bientôt pour faire un nouveau point et notamment sur l'habitat social, voir un petit peu si les choses évoluent, si on rentre dans, justement, vous parliez des communes et de l'implication des communes dans ce domaine. Merci et à bientôt David. Merci Maria, à très bientôt, au revoir.